Larry, que penses-tu de l'Allemagne, de la façon dont ils parlent, du fait que d'ici 2029, la Russie va les attaquer et que nous devrons réagir? Nous devons nous y préparer. En 2029, Donald Trump ne sera plus là. Alors, quelle est la stratégie à long terme dans ce cas? We hope. You and I hope he's gone by 2029. This man has Toi et moi, 14 nous lives. espérons qu'il sera parti d'ici 2029. Cet homme a 14 vies. C'est exactement le genre de discours qui m'inquiète. Vraiment le genre de discours qui m'inquiète. Tout d'abord, je ne perçois aucune menace de la Russie envers l'OTAN. Je perçois une menace pour l'OTAN venant de l'OTAN elle-même. Donc, l'OTAN va disparaître. Je ne pense pas qu'elle survivra à Trump s'il n'est pas destitué. L'OTAN est donc finie. Elle est moribonde. Qu'est-ce qui la remplacera? Peut-être une véritable architecture de sécurité européenne, soutenue non pas par 5% du PIB, mais peut-être par 2,5%. C'est tout ce qu'il faut. Tous ces pays, 2,5% du PIB, si on pouvait les mettre d'accord et établir une architecture de sécurité européenne. À terme, il faudrait y intégrer la Russie. On ne le ferait pas tout de suite, car il y a trop de ressentiment, trop d'amertume engendrée en Ukraine. Mais les premières affaires, c'est guerre là. Created by the Ukraine war. But the first thing you got to do is settle that. You got to settle that, and you got to settle it basically on Putin. Il faut régler cela. That's the only way that it'll Il faut le régler essentiellement selon les conditions de Poutine, car c'est la seule façon d'y parvenir. Ensuite, vous développez votre propre identité de sécurité européenne, avec l'idée que peut-être un jour, la Russie pourra y être intégrée. Et vous y consacrez peut-être 2,5% de votre PIB. Puis vous revenez aux problèmes qui vous hantent vraiment, economical. comme le fait de couper l'accès à une énergie économique et facilement disponible en provenance de Russie. Et vous reconstruisez votre industrie civile de base. Vous ne cherchez pas à séduire Rheinmetall. Vous ne fabriquez pas d'armes. Vous ne rejoignez pas Lockheed et Grumman dans le monde des marchands de morts bellicistes. Vous bâtissez une société décente, ce que l'Europe avait autrefois. Vous pensez qu'ils vont faire cela? Ce n'est pas ce que l'histoire montre. Ce que nous allons obtenir, c'est un désordre, et ce désordre va s'aggraver encore et encore, s'approfondir toujours plus. Et alors, nous regretterons profondément ce que nous avons fait. We're going to be very regretful of what we've done. Oui, Steve Witkoff avec Kushner a eu une réunion avec Zelensky en Europe et on voit le patron de BlackRock là-bas. BlackRock there. Of Bien sûr. course. It's so much. Tu sais, c'est beaucoup. We haven't seen Nous n'avons jamais vu ce genre d'image auparavant. this is the first C'est la première fois que je le vois participer aux discussions, aux négociations en cours. in the negotiations that are going on. Trying to figure out which way he's going to jump. I'm serious. Il essaye de comprendre de quel côté il va sauter. Je suis sérieux. Ces types, à travers l'histoire, au moins sur 1 millier d'années d'histoire, sentent toujours l'air et doivent déterminer de quel côté sauter. Netanyahou fait exactement cela en ce moment. Il compte ses appuis à l'Est, essayant de savoir si l'avenir d'Israël, s'il en a un, doit se tourner vers l'Est ou, comme traditionnellement, dans l'autre direction. Parce que Netanyahou découvre que les États-Unis ne sont pas forcément la puissance qu'il pensait. Cela n'a rien à voir avec son influence sur nous ou la nôtre sur lui. Cela tient simplement au fait qu'il n'est pas stupide. It has everything to do with he is not stupid. And he sees that power is shifting. Et il voit que le pouvoir se déplace bien plus vite que quiconque ne l'avait imaginé, de l'ouest vers l'est. Si vite. Vous savez, cette idée de ressusciter la doctrine Monroe sous la forme d'une doctrine Trump est tellement absurde que le nom de Trump y restera associé à peine 1 heure. Je veux dire, la Chine et la Russie ont déjà annulé la doctrine Monroe dans les Caraïbes. Alors sur quoi mettez-vous votre nom? Le pouvoir s'en va. Il s'en va. Et Erdogan apparemment a même, enfin vous savez, Erdogan voulait s'y opposer. Il voulait être au centre de ce déplacement du pouvoir. Il voulait que toute cette communauté linguistique turcique, jusqu'à la province du Xinjiang, devienne pour ainsi dire le catalyseur de la reconstitution par la Turquie d'un empire économique orienté dans cette direction. For Turkey's reestablishment of an economic empire headed that way.
Je pense qu'il a fini par comprendre. Il n'a aucune chance de frapper la Chine directement là-bas, peut-être autour de Tashkent ou ailleurs, puis d'être précipité en arrière et repoussé vers Ankara, car c'est exactement ce qui lui arriverait. Donc je pense qu'il a maintenant décidé d'accompagner ce déplacement inévitable et irrésistible du pouvoir vers l'Est, et qu'il va en faire partie, probablement d'une manière neutre, je dirais. Et l'une des premières choses qu'il fera sera de quitter l'OTAN. Et ce sera son glas, car tout le flanc sud de l'OTAN sera alors désancré. Maintenant, affiche aussi cette carte, Nima, et regarde le flanc sud de l'OTAN se désancrer à cause du départ de la Turquie de l'Alliance. En même temps, la Russie contrôle toute la rive nord de la mer Noire. Si tu veux parler d'un grand jeu qui se rallume et qui n'a rien à voir avec l'Empire occidental, il ne se souciera pas de Washington. Ce qui comptera, ce sera Moscou, Pékin, Delhi. C'est cela qui comptera. Et le grand jeu se déroulera entre ces trois pays, ainsi qu'entre ceux qui s'allieront à chacun d'eux selon les circonstances. Et nous regarderons depuis la touche, tout en étant tellement endettés que nous ne pourrons même pas nous payer un billet. La Turquie m'étonne vraiment. Quand je regarde la Turquie, elle fait partie de l'OTAN, mais on ne peut compter sur elle quand il s'agit d'apporter de l'aide. Elle fait partie de la communauté musulmane, mais elle n'en fait pas vraiment partie quand il s'agit de Gaza. Ça a toujours été le problème de la Turquie. Quand je participais à certaines discussions sur la question de savoir si la Turquie devait, en gros, si elle devait continuer à demander son adhésion à l'Union européenne ou se retirer, et si elle disait simplement « au diable l'Europe », ce qu'elle voulait faire à l'époque, nous lui déconseillions de le faire. Mais si elle le faisait, que ferait-elle de son appartenance à l'OTAN? Et bien sûr, leur garantie envers nous était « Eh bien, nous ferons un doigt d'honneur aux Européens. Nous ne le ferons pas à vous. Nous resterons dans l'OTAN, nous serons avec vous, et vous garderez votre base à Incirlik et ailleurs. » Puis est venue la deuxième guerre d'Irak. Et les Turcs ne nous ont pas permis, comme ils l'avaient fait pendant la première guerre d'Irak. Et ensuite, nous les avons laissés tomber. Ils nous ont laissés descendre du nord pendant la première guerre d'Irak, la guerre de 1990-91, la première. Ils nous ont laissés passer, et nous leur avons promis que puisque notre opération avait interrompu le flux de leur oléoduc, nous les rembourserions. Mais le Congrès n'a jamais voté les fonds. C'était environ 4 milliards de dollars, si je me souviens bien, et nous ne les avons jamais remboursés. Alors, la deuxième fois que nous sommes intervenus, ils ont dit « Pas question, vous ne descendrez pas du nord », et ils nous l'ont interdit. Rumsfeld a dû faire demi-tour avec 16 000 soldats en mer et les envoyer dans l'autre direction. La Turquie est parfois un partenaire très imprévisible, mais c'était tout à fait compréhensible. Vous nous avez déjà roulé une fois, vous ne nous roulerez pas une deuxième. Je pense que ce qu'Erdogan finira par faire, et peut-être, comment s'appelle-t-il déjà, le ministre des Affaires étrangères, probablement son successeur, Fidan, quelque chose comme ça, je pense qu'ils vont finalement se retirer de l'OTAN. Ils établiront sans doute d'abord une sorte de neutralité. Mais j'ai une nouvelle pour eux. L'attraction qui vient d'Asie centrale et qui descend sur eux par les voies ferrées du nord, en provenance d'Asie centrale, par les lignes centrales et par le sud à travers l'Iran pour remonter dans le ventre mou du Caucase. La Turquie n'aura aucune chance face à cela. Le mieux qu'elle puisse faire, c'est devenir un conduit, un point de transbordement, si l'on veut. Et je vais parler aux Géorgiens demain, et c'est l'une des choses que je vais dire au parti actuellement au pouvoir en Géorgie. Tu dois te placer de manière à devenir un conduit, une position très lucrative et profitable.
C'est une position qui a régné pendant 2000 ans, avec les Chinois à une extrémité et à l'autre, tout ce qui allait des Russes aux Mongols, des Moghols aux Romains et à tous les autres. Tu seras celui par qui le commerce passera, d'un côté à l'autre, d'est en ouest. La plupart du temps, il circulera de l'est vers l'ouest, mais tu gagneras beaucoup d'argent. Et tu auras beaucoup de mal à garder ta raison, car toutes sortes de puissances tireront sur toi, de la Russie à la Chine jusqu'à l'Inde. Mais c'est la meilleure façon de prospérer. Et qu'est-ce que c'est, Nima? C'est s'adapter à un monde multinodal, pas le combattre. Pas le combattre. Colonel Larry Wilkerson, il y a 2 jours, une réunion a eu lieu à Téhéran, la capitale de l'Iran. Tous ces pays, la Chine, la Russie, l'Iran, le Pakistan, le Tadjikistan, le Turkménistan, si je ne me trompe pas, se rassemblent. Ils sont tous inquiets de la situation en Afghanistan, de la présence de nouvelles troupes étrangères. En gros, ils parlent du retour des troupes américaines en Afghanistan. N'est-ce pas? Peut-être des troupes pakistanaises. Le Pakistan a de sérieux problèmes en ce moment. En réalité, en parlant avec des Iraniens, il semble que l'Iran fasse tout son possible pour rapprocher ces 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, afin qu'ils mettent leurs différends de côté et qu'ils voient les choses dans leur ensemble. Mais lorsqu'il s'agit de retourner en Afghanistan, pensez-vous que Donald Trump le ferait vraiment? C'est tellement... Ils prennent cela très au sérieux. Je pense qu'il le ferait, mais je crois que la raison finira par l'emporter, même parmi les têtes brûlées qui l'entourent. Je ne pense pas qu'ils seront capables d'affronter à la fois les 300 milliards de barils de pétrole qu'ils volent au Venezuela, les narcoterroristes qu'ils essayent d'éliminer sur les côtes pacifiques et Caraïbes de l'Isthme, et l'Afghanistan en même temps. Et nous avons oublié le plus important. Le plus important. Bibi, lui, ne l'a pas oublié. Il se prépare à la guerre contre l'Iran. Ce qui se passe à Gaza en ce moment est plein de perfidie, et il n'a jamais respecté un cessez-le-feu de toute sa fichue vie. Il ne respecte certainement pas celui de Gaza en ce moment, ni en Cisjordanie, ni au Liban, ni ailleurs. Mais il complote. Il complote en ce moment même. L'une des choses qui le pousse à se tourner vers l'Est, c'est qu'il veut déplacer ce qu'il fait actuellement, principalement avec les États-Unis en matière d'armes et de vente d'armes, vers l'Est, où ces ventes lui seront bien plus avantageuses, un meilleur équipement, probablement livré à temps, plutôt qu'avec des semaines ou des mois de retard. Je ne lui en veux pas de faire cela. Je ne peux rien dire de positif sur cet homme. Cela me fait bouillir le sang quand j'essaie. J'ai reçu hier une carte de Noël d'un type qui disait « Sinon, j'aime ton podcast et tout, mais tu es tellement critique envers Israël. Je ne comprends pas comment tu peux être comme ça. » Israël est notre meilleur allié. Je n'écrirai plus jamais à ce type. Je ne lui enverrai pas de carte de Noël en retour. Je veux dire, tu vois, je me comporte comme un idiot, comme lui. Mais quiconque pense cela m'a complètement perdu. Totalement perdu. Parce que le plus grand désavantage de l'Amérique en ce moment, c'est de continuer à utiliser son chien d'attaque au Levant pour tuer des gens. Je veux dire, non seulement en Méditerranée, nous tuons des gens illégalement, mais nous les tuons aussi au Levant. Lindsey Graham, tu as vu ça, Lindsey Graham? Il devait être ivre. Franchement, je peux pas imaginer. J'adore tuer. Nous tuons les bonnes personnes. J'adore tuer. Nous tuons les bonnes personnes. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Et j'imagine qu'il dirait la même chose à propos des personnes tuées dans les Caraïbes, même si nous n'en savons rien. Il n'y a pas un citoyen américain, pas une seule personne au sein du département de la Défense, qui sache vraiment qui nous tuons. Personne. J'en ai parlé avec certains d'entre eux. Il n'y a vraiment personne qui sache. Ces balivernes du genre, nous avons les renseignements, nous savons où sont ces gens,
Nous savons qui ils sont. Aucun problème. Marco Rubio, assieds-toi sur cette chaise et je vais prendre un pistolet de calibre 45, armer une balle réelle et le pointer sur ton oreille. Et là, tu me diras d'où vient ta source. Il ne pourrait pas. Enfin, il pourrait inventer quelque chose. Il pourrait mentir. Il est doué pour ça. He can make something up. He can lie. He's good at that. They don't know who these people are. They have just found. Ils ne savent pas qui sont ces gens. Ils ont simplement trouvé un moyen pour Donald Trump d'utiliser son pouvoir d'une manière qu'il pense renforcer sa base. Nima, il ferait la même chose, peut-être pas d'une façon aussi flagrante, mais il le ferait à Chicago, à Los Angeles, à Portland, à Washington, D.C. et dans d'autres bastions démocrates, s'il pensait pouvoir s'en tirer ainsi dans notre propre pays. Il enverrait des gens ici. Il en a déjà envoyé quelques-uns. Voilà à quel point cet homme soi-disant « je n'aime pas la guerre » est violent. Je veux dire, il existe différentes formes de violence en dehors de la guerre. Ce qu'il a trouvé, c'est une manière de tuer des gens qui correspond parfaitement à sa personnalité. Et il en tire du plaisir. And he delights in it.